Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le webinaire Climat, comment répondre efficacement aux nouvelles exigences réglementaires. Il est organisé par la CCI Grand Est avec le soutien de Climaction. Climaction, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un programme financier porté par la région Grand Est et l'ADEME en faveur de la transition énergétique et écologique. Je vais me présenter. Alors, il faut que ça tourne. Donc, je suis Chloé Gandard, conseillère économie circulaire et climat au sein de l'équipe Noé de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est. L'équipe Noé, c'est l'équipe de la CCI Grand Est qui accompagne les entreprises industrielles dans leur transition écologique et énergétique. Et pour cela, donc, j'ai des collègues sur toutes les thématiques, donc en énergie, en économie circulaire et en climat, qui sont répartis sur tout le territoire. Pour ma part, j'ai le territoire lorrain que je partage avec ma collègue Christelle Richy qui est présente en régie aujourd'hui et je m'occupe particulièrement des territoires 55 et 57. Donc ce webinaire va nous permettre d'y voir plus clair sur les lois, directives, réglementations, textes et j'en passe qui sont liés au climat. Et pour cela, je suis accompagnée de 3 experts. Donc au programme aujourd'hui, un tour d'horizon des textes et tendances par Pierre-Antoine Didienne, juriste senior et responsable du département droit de l'environnement chez Fidal Avocat. La présentation de la comptabilité écologique par Mathieu Astic, responsable mission comptabilité multicapitaux CARE chez Hendrix. On aura le témoignage de Bertrand Denis, responsable d'audit QSE senior pour l'AFNOR. Et je finirai par la présentation de l'accompagnement de la CCI Grand Est, la visite climat. Et enfin, on aura un temps d'échange pour répondre, bien sûr, à toutes vos questions. Questions pratiques, vos micros et vos caméras sont coupés. Vous pouvez bien entendu poser des questions via l'onglet questions-réponses qui se situe en haut à droite de votre écran. Et vous recevrez les supports de présentation à la suite de ce webinaire. Donc, je vais maintenant passer la parole à Pierre-Antoine pour débuter ce webinaire. Voilà. Normalement, c'est bon. Le micro, Pierre-Antoine. Merci. C'est mieux comme ça. Tout le monde Ouais. m'entend? Oui, Super. parfait. Nickel. Bonjour tout le monde, Pierre-Antoine Desgen, donc responsable du département, alors uniquement pour la région Grand Est, mais merci Chloé, c'est flatteur, pour le cabinet Fidèle Avocat sur la région Grand Est. Alors, quand on m'a demandé de faire une intervention sur quelle était la réglementation en matière climatique pour les entreprises, j'ai pris peur, je dois le dire, parce qu'en réalité, c'est extrêmement vaste et j'ai une faiblesse de penser que l'ensemble de la réglementation environnementale, en réalité, elle est tournée vers aujourd'hui la préservation et la prise en compte de l'enjeu climatique. Alors, c'est une réglementation qui est en constante évolution. Il y a eu énormément de textes pour ceux qui suivent, pour les responsables environnement qui nous suivraient ce matin, vous le savez. Énormément de textes. J'ai repris les principaux depuis les 10 dernières années avec la loi TEPCV en 2015 jusqu'à la loi climat résilience en 2021 et puis la petite dernière, la loi relative à l'industrie verte qui est encore venue bousculer tout ça. Et l'ensemble de ce corpus normatif, il doit prendre en compte, enfin, il a été établi précisément pour un objectif qui est celui du développement durable. Et dans le Code de l'environnement, quand on parle du développement durable, on nous dit que cet objectif d'atteinte du développement durable, il se traduit par 5 engagements. Et parmi ces 5 engagements, les 2 principaux que j'ai soulignés dans la slide, c'est la lutte contre le changement climatique et la transition vers une économie circulaire. Donc on est en plein dedans. Et effectivement, j'ai même envie de dire que l'économie circulaire doit venir au soutien de la lutte contre le dérèglement climatique. Alors, au niveau de l'intégration aujourd'hui dans les différentes entreprises des contraintes liées à la prise en compte du changement climatique, il a d'abord fallu
au-delà des réglementations descendantes, faire en sorte que les sociétés, un peu comme les consommateurs, s'approprient la thématique. Et on a commencé avec différents textes et qui ont intégré que les sociétés elles-mêmes devaient prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Il y a une modification du Code Pierre-Antoine, civil. désolée, mais Oui. en fait, ton diapo, là, on est encore sur la première slide. Je sais pas si c'est Ah, normal. pardon. Mais je sais pas. Ouais. Moi, ça dit, ça passe. Parce qu'il faut partager l'écran et pas la fenêtre, je pense. Alors, j'arrête le partage. Partager l'écran et pas la fenêtre. OK. Écran complet. Désolé. Hop. Est-ce que c'est mieux? Oui, on voit la slide. C'est bon. C'est bon? Là, vous les voyez qui passent? Donc, les différents textes, les objectifs du développement durable et les différentes injonctions qui sont faites au conseil d'administration pour les sociétés anonymes et au directoire pour les sociétés anonymes, effectivement, de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Alors, une fois qu'on a dit ça, d'une obligation de prise en compte, obligation qui n'est pas sanctionnée, on est dans quelque chose une injonction, mais qui n'a pas force contraignante. En réalité, on va passer par le truchement de plusieurs textes pour forcer les entreprises à se poser des questions sur la durabilité, la soutenabilité de leur modèle. Alors, il y en a deux. Le premier, c'est le devoir de vigilance. Et le second, c'est la question de la CSRD ou du reporting extra-financier. Alors, le devoir de vigilance, vous le savez, il a pour origine une catastrophe qui a eu lieu il y a quelques années, qui était l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, qui a fait plus de 1000 morts, et qui était un atelier de confection pour certaines marques de la fast fashion, qui d'ailleurs paraît bien dépassé aujourd'hui quand on parle d'ultra fast fashion, et qui effectivement a poussé la France, c'est la France qui est à l'origine de ce texte, elle était pionnière dans le domaine en 2017, à se doter d'un texte sur l'obligation de vigilance des entreprises. Alors, ce devoir de vigilance, il a été repris au niveau européen, qui en a fait une directive du 13 juin 2024, c'est ce qu'on appelle la CS3D ou la CSDD, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive, et qui effectivement impose aux sociétés, aux grandes sociétés pour l'instant, de s'intéresser aux pratiques qu'elles imposent dans l'ensemble de leur chaîne de valeur en matière sociale et environnementale. Alors, je vous l'ai dit, on a été pionnier sur le domaine. Alors, en droit français, les entreprises qui sont concernées sont celles qui ont plus de 5000 salariés et dont le siège social est en France, ou qui emploient au moins 10 000 salariés et dont le siège social est en France ou à l'étranger. Donc, on est sur effectivement les très grandes entreprises. Et en droit européen, les entreprises qui sont concernées, c'est un peu plus vaste. Alors, on va le voir, les obligations vont s'échelonner dans le temps. Les premières, donc la date limite de transposition, c'est en 26 juillet 2026. Et au 26 juillet 2027, donc un an après, la directive s'appliquera aux entreprises qui emploient plus de 5000 salariés et qui génèrent un chiffre d'affaires net mondial de plus de 1,5 milliard d'euros au cours de l'exercice précédent. Je passe sur le deuxième item. Puis, en 2028, on va passer à ces seuils à 3000 salariés et 900 millions d'euros. Et en 2029, on passe à 1000 salariés et 450 millions d'euros. On voit déjà que par rapport au seuil français, qui était à 5000 salariés uniquement, il n'y a qu'un seuil de nombre de salariés, le champ d'application de la directive CSDD, lui, va être plus vaste et va englober des entreprises qui peuvent déjà correspondre plus à des ETI qu'à des très grandes entreprises. Alors, les obligations en droit français, et c'est une grande différence entre la CSDD et les obligations de reporting extra-financier, c'est que les entreprises ont l'obligation d'établir et de mettre en œuvre, le texte nous dit de manière effective, et de publier un plan de vigilance qui va comporter la présentation des mesures de vigilance dites raisonnables, propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers, d'une part, les droits humains et les libertés fondamentales, et ensuite le volet plutôt de santé et sécurité au travail, la santé et sécurité des personnes, et enfin l'environnement. Et ces risques
ou ses impacts sont ceux des activités de la société qu'elle contrôle directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale établie. Ce plan, il doit comporter un certain nombre de points. Évidemment, commencer par une cartographie des risques. Je pense que les autres intervenants en parleront. Il faut d'abord savoir d'où on part et quels sont les risques qui peuvent être identifiés. Il faut envisager des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, sous-traitants, fournisseurs avec lesquels on a des relations commerciales établies et définies, des actions adaptées d'atténuation des risques et de prévention des atteintes graves, un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements, et enfin un dispositif de suivi et d'évaluation des mesures mises en œuvre. Ce plan de vigilance, il doit être élaboré en association avec les parties prenantes. C'est un des gros critères de l'importance de la gouvernance dans ces textes, qui sont en fait une déclinaison réglementaire de la RSE, qui comporte des mesures de vigilance raisonnables de nature à identifier des risques et à prévenir les atteintes graves. Donc on voit que c'est un petit peu encadré pour les atteintes les plus importantes qui sont à prendre en question. Alors les textes nous disent aussi que certaines mesures, enfin, il faut être attentif à ce que le dispositif soit efficace. Je l'ai dit en introduction. Donc, ça veut dire mettre en place des procédures d'évaluation et des actions adaptées. Il est évident que l'adaptation de dispositifs qui seraient trop souples ou pas assez suivis ou pas assez efficaces dans les mesures qui seraient déduites du constat d'une dérive des pratiques pourrait être sanctionné. J'attire votre attention sur le fait que ces textes commencent à être vraiment sanctionnés par les juges qui commencent à s'en saisir. Le tribunal de Paris et la Cour d'appel de Paris ont créé en leur sein des chambres spécifiques pour suivre ces contentieux dits émergents vis-à-vis de sociétés. Il y a eu les premières décisions et une décision La Poste qui est tombée sur le devoir de vigilance récemment. Le plan de vigilance est intégré au rapport de gestion, c'est très important, qui est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire, qui est présenté en assemblée générale. Le droit européen est calqué sur le modèle français. Juste vous dire, et c'est le dernier point sur ce sujet, c'est que la directive, à l'instar du droit français, il instaure une véritable responsabilité civile de la société en cas de défaut de la mise en œuvre de son plan de vigilance. Ça, c'est vraiment très important. C'est repris. C'est une différence fondamentale entre le devoir de vigilance et le reporting extra-financier. C'est que derrière, il y a une idée de sanctionnabilité d'une inaction ou d'une mauvaise application de ce plan par l'entreprise. Ensuite, et c'est le deuxième volet de la présentation, c'est la question du reporting extra-financier, c'est-à-dire de voir pour l'entreprise et surtout de faire voir ce qui n'a pas de prix, c'est-à-dire quels sont les impacts ou les risques susceptibles d'être supportés ou générés par l'entreprise. Alors, vous le savez tous, un grand feuilleton, c'est la directive CSRD qui a été adoptée fin 2022, 14 décembre 2022, qui est applicable au 1er janvier 2024, transposée en droit français par différents textes, plus ou moins digestes, mais il y a une véritable refonte de l'audit par ces textes également. Donc une ordonnance de fin 2023 avec un décret et un arrêté également de fin 2023 qui ont transposé ces différents textes. Avec la création au sein du Code de commerce d'un nouveau chapitre intitulé « Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité ». Voilà, on a vraiment créé un espace dédié pour le reporting extra-financier. Alors, quelles sont les entreprises concernées ? Plus de 500 salariés, plus de 400 millions de chiffre d'affaires ou 20 millions de bilan net. Ce sont les obligations qui s'appliquaient déjà aux entreprises soumises à DPEF. Souvenez-vous du DPEF, donc la déclaration de performance extra-financière, qui était l'antichambre de la CSRD. C'est la première étape de ces obligations-là, qui auront une obligation de remettre sur le fondement de la nouvelle directive leur rapport de durabilité dès le 1er janvier 2025 portant sur l'exercice 2024. Puis, on va étendre le dispositif et le rapport de durabilité devra être établi sous la forme prévue par la directive au 1er janvier 2025 pour les grandes entreprises, je le disais, donc celles qui étaient déjà soumises, au 1er janvier 2026 pour les entreprises de plus de 250 salariés, plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et ou de plus de 20 millions de bilan. Alors, les 3 critères, il en faut 2 sur 3. Dès que vous cochez 2 critères sur 3, vous êtes soumis au dispositif. Au 1er janvier 2027, ce sont les PME cotées en bourse,
plus de 50 salariés, plus de 8 millions de chiffre d'affaires ou plus de 4 millions d'euros de bilan. Et au 1er janvier 2028, pour les grandes entreprises non européennes, dont le chiffre d'affaires européen va excéder 150 millions d'euros au travers d'une filiale ou une succursale qui est basée au sein de l'Union européenne. Alors, le type d'information requise, il va falloir décrire un certain nombre d'activités, présenter l'entreprise en termes de ce qu'elle est susceptible de générer comme impact et de ce qu'elle est susceptible de subir comme impact. Ça, c'est vraiment très, très important. Je pense que ce sera réévoqué tout à l'heure. Donc, le modèle commercial et la stratégie de la société qui va impliquer son degré de résilience dans le cadre de son modèle commercial et la stratégie en ce qui concerne les enjeux liés à la durabilité, c'est-à-dire comment je m'adapte moi et je peux continuer à exister dans ma forme commerciale dans un monde qui évolue et qui avec un climat qui change. Les opportunités qui recèlent les enjeux de durabilité pour la société, parce qu'il peut y en avoir. Les plans de la société pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré, l'objectif de respect des accords de Paris est très fort, et l'exposition, le cas échéant, de la société à des activités liées au charbon, au pétrole ou au gaz, dont on sait qu'elles sont amenées ou qu'elles ne sont pas durables. La manière dont le modèle commercial et la stratégie de la société tiennent compte des intérêts des parties prenantes et les incidences de son activité sur les enjeux de durabilité, ça c'est très important. La manière dont la stratégie de la société est mise en œuvre en ce qui concerne les enjeux de durabilité. Ces objectifs assortis d'échéances qui sont fixées, que s'est fixé la société en matière de durabilité et les progrès qui sont accomplis, il y a une logique de suivi et d'amélioration continue évidemment. Le rôle des organes de direction, d'administration ou de surveillance qui concernent ces enjeux de durabilité. Les politiques de la société en ce qui concerne les enjeux de durabilité, les incitations liées aux enjeux de durabilité qui sont octroyées par la société aux membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance. Enfin, il faudra démontrer la procédure de vigilance raisonnable qui est mise en œuvre par la société concernant ces enjeux de durabilité, les principales incidences négatives potentielles ou réelles, les mesures prises pour recenser, surveiller, prévenir. On est là dans la question de la remontée d'informations et de sa prise en compte par les organes de direction, les principaux risques pour la société liés aux enjeux de durabilité, y compris ses principales dépendances et la manière dont elle gère ces risques. Ça, c'est très important. Hein. On revient au débat qu'il y avait eu sur la double matérialité, qui sera réévoqué certainement. Les informations en matière de durabilité sont accompagnées d'indicateurs. Parce qu'il n'y a pas d'indicateurs, on peut difficilement suivre. Alors, je vais revenir sur deux choses. C'est que ces informations en matière de durabilité, elles vont être certifiées, soit par un commissaire aux comptes, qui va être inscrit sur les listes autorisées, soit par un organisme tiers indépendant, ce qu'on appelle les OTI, qui sont eux-mêmes qui sont mentionnés sur une liste qui figure au Code de commerce. Ce nouveau titre, ce nouveau livre du Code de commerce, le livre 8, qui contient l'ensemble des éléments de l'audit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un système qui est prévu où un ou plusieurs actionnaires ou associés qui représentent au moins 5% du capital peuvent requérir l'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale d'un projet de résolution qui va exiger qu'une personne morale accréditée audite en réalité ou prépare un rapport sur certaines informations en matière de durabilité, c'est-à-dire un audit externe, un audit de l'audit, j'ai envie de dire, qui va être exigé par une part minoritaire des actionnaires d'une entreprise. Je rappelle que ces informations sont mises à disposition sur le site internet dans un délai de 8 mois à compter de la clôture de l'exercice, et ce pendant une période de 5 années, ce qui permet effectivement de s'assurer, de vérifier que l'entreprise a pris en compte et surtout s'est améliorée le cas échéant. Juste un petit point sur le sondage, un sondage qui avait été effectué en 2019, il est un peu vieux, mais il concernait la DPEF sur les principaux sujets qui étaient pris en charge. On avait bien sûr l'adaptation au changement climatique, c'est ce qu'on disait en propos liminaire, la question des émissions de gaz à effet de serre, dont on peut penser qu'elles sont fortement liées à la précédente, la question des consommations d'énergie, la gestion des déchets, la pollution des sols, de l'air et de l'eau. On voit qu'il y a un grand absent, et on en discutait encore récemment avec des experts, c'est la question de la biodiversité, qui souvent aujourd'hui n'est pas suffisamment traitée ou insuffisamment traitée par les porteurs de ces sujets-là. Je vous remercie. Je crois que je tiens le timing. J'ai été un peu rapide, je m'en excuse. Et je vous souhaite un bon webinaire. Merci à vous. Merci Pierre-Antoine. Du coup, je vais passer la main à Mathieu. Hop. Ok. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Hop, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait.
Ok. Eh bien, merci beaucoup. Merci à Pierre-Antoine pour ce tour d'horizon. Moi, je vais vous projeter un peu dans le futur de la CSRD, avec les questions de la comptabilité écologique, car ce qu'a présenté Pierre-Antoine, finalement, c'est la norme actuelle de reporting de durabilité, qui est la CSRD, qui est une norme en fait de comptabilité extra-financière, en un sens, et qui permet à tous les acteurs qui s'en saisissent, avec une vision de pas s'arrêter à un exercice de conformité réglementaire, mais de pouvoir avoir la matière pour avoir un pilotage stratégique. Et en fait, derrière, si on va un peu se projeter dans ce qu'on peut faire avec cette matière-là, on peut entrer dans la comptabilité en tant que telle et créer les outils de gestion pour piloter la transition de l'entreprise. Et du coup, je vais vous présenter un peu ce cadrage méthodologique comptable qui est issu des travaux de recherche. Et avant de faire ça, un petit préalable, un petit rappel sur la comptabilité pour que vous allez me suivre. En quelques mots, fonctionnement de la comptabilité. Alors, tac, ma souris, elle est là. Paf. Voilà. La comptabilité, on va dire, fonctionne de la façon suivante. On a un actionnaire qui apporte capital financier. Hop, cet argent est rendu disponible à l'entreprise. Sa disponibilité permet d'acheter des matières premières, payer des salaires pour produire des biens et services. Cela est vendu. Ces ventes rapportent de l'argent à l'entreprise, qui dégage des ressources qui ont en fait pour fonction première en comptabilité de garantir la préservation du capital financier, à savoir le remboursement en fait de l'argent à l'actionnaire. Et ensuite, le surplus est un profit. Ça, c'est la comptabilité classique que l'on a depuis le XVe siècle avec Datini, entre autres. Donc, sur ce constat-là, en fait, on voit que les questions environnementales et sociales qui sont présentes dans les questions de durabilité avec la CSRD et de devoir de vigilance sont absentes du fonctionnement classique de la comptabilité. Et du coup, vu que c'est le cœur du réacteur des entreprises, on les oublie dans notre gestion. C'est pourquoi il y a des travaux de recherche depuis une cinquantaine, 70 d'années travaillent sur la question de l'intégration de comptabilité des enjeux environnementaux et sociaux. Et en France, donc des équipes de recherche publiques à AgroParisTech, à Dauphine, ont structuré une comptabilité, une méthode comptable sur des bases scientifiques qui s'appelle CARE, et qui a pour but justement de penser à l'intégration de cette préservation des capitaux naturels et humains en comptabilité au même titre que le capital financier. On a aujourd'hui plusieurs acteurs qui sont en écosystème, avec la charte de comptabilité écologique qui porte le développement méthodologique et de recherche sur le sujet, le CERCES qui est un acteur qui regroupe et fédère toutes les énergies qui ont envie de travailler sur le sujet, de se former et également de pouvoir derrière s'en saisir. Et après, on a des acteurs type opérateurs comme Hendrix où on accompagne à la mise en œuvre opérationnelle de l'entreprise de ces outils-là de comptabilité écologique, qui est la comptabilité CARE. Et donc, si je reprends mon fil un petit peu conducteur, on retrouve notre entreprise avec ces différents du coup actionnaires possibles qui apportent des capitaux financiers, naturels et humains dans l'entreprise. Ces capitaux-là permettent du coup d'acheter des biens et services, de payer des salaires. Et on produit nos biens et services que l'on va vendre. Ces ventes rapportent de nouvelles ressources. Ces nouvelles ressources doivent garantir la préservation des capitaux naturels, humains et financiers. Et enfin, on peut avoir un surplus qui est le profit. Et donc l'idée, c'est vraiment d'étendre en fait le coup de génie, j'ai envie de dire, des équipes de recherche à l'époque, c'était d'étendre le principe fondamental de la comptabilité à la préservation de tous les capitaux, au-delà du capital financier. Et en fait, pour faire cela, je vais vous expliquer rapidement un petit peu, illustrer comment ça fonctionne. Vous allez voir qu'on a des parallèles assez forts avec la CSRD qui étaient présentés juste avant par l'intervenant précédent. Et donc, quand on rentre dans le sujet, on va commencer par une analyse de double matérialité. Ça veut dire qu'on va regarder en quoi l'entreprise peut impacter son environnement. C'est vraiment ça qui est l'apport fondamental dans cette approche-là, c'est on regarde comment l'entreprise va avoir des impacts, des risques, donc des impacts sur l'environnement, qu'est-ce que j'impacte une rivière, un sol, le climat, etc. Et l'autre partie, c'est l'analyse de risque-opportunité, qui est là dans l'analyse financière par rapport à la CSRD, donc la matérialité financière, la matérialité d'impact, matérialité financière, donc comment l'entreprise est sujette à des risques et opportunités. Derrière, la question par rapport aux impacts, on va structurer ça sous forme de capital, de dire, on va identifier les éléments qu'on a impactés et donc les suivre avec des indicateurs précis pour pouvoir garantir qu'on atteint le bon état écologique. C'est-à-dire qu'on va avoir une hiérarchie d'indicateurs qui va de trier l'information pour la rendre pertinente, dans le sens où on va avoir un indicateur niveau 1 qui va être de suivre l'état de santé du climat, avec un budget carbone par exemple, etc., etc. Et après, on peut suivre les impacts. L'idée, on vient hiérarchiser l'information pour garantir qu'on atteint les limites planétaires. Derrière, on construit un plan d'action qui est du coup adapté au respect de ces objectifs de bon état écologique. Du coup, un plan d'action qui est calé sur l'accord de Paris, par exemple. Comment je m'engage à faire un plan d'action qui me permet d'arriver à 1,5 degré de réchauffement climatique maximum. Derrière, avec ces informations en termes d'action, on va pouvoir récupérer les coûts associés aux actions et les traiter d'un point de vue comptable. Et en fait, on va retraiter les coûts pour l'ensemble nécessaire à la préservation du capitaux naturel humain qu'on va intégrer en comptabilité dans des comptes bilan, compte de résultats.
Et vous pouvez ensuite derrière construire l'ensemble de vos outils de pilotage, du budget, de contrôle de gestion, de compte analytique, etc. Donc voilà, donc on a vraiment la CSRD, en fait, on retrouve ces travaux dans la comptabilité écologique qui sont de longue date, en fait, dans la CSRD, où la CSRD prépare le terrain jusqu'à l'intégration comptable. On a une production d'information qui est fondamentale. En gros, c'est le carburant et la comptabilité qui fournit le moteur et le volant pour piloter. Donc pour illustrer cela, un petit exemple avec une activité, je prends une activité de carrière. Donc on a une carrière qui est dans le sud de la France, qui travaille sur un site d'une pelouse sèche à l'époque. Pour faire ce travail-là, on a des camions qui vont rouler, des gaz à effet de serre, des machines. On a du coup un sol qui est excavé, qui du coup est détruit, mais qui se retrouve en fin de compte à un enjeu de préservation à la fin de vie, et puis des personnes qui travaillent. Du coup, on a des impacts sur le climat par rapport aux gaz à effet de serre, un impact sur le sol qui est du coup excavé, un impact sur les personnes qui travaillent, qui apportent de leurs compétences, de leur santé pour travailler, qui du coup attendent d'être préservées. Donc la question de la préservation, là, elle est en phase avec les bons états écologiques dans le sens, c'est que nous dit les experts scientifiques sur les différentes thématiques pour garantir qu'on va pouvoir rester au bon état chacun des capitaux employés. Et ça, la petite nuance par rapport à la CSRD, c'est que la CSRD va obliger à être sur une cible soit réglementaire si elle y est, ou alors volontaire par rapport à l'entreprise. Et donc ça, c'est une petite différence qui est importante parce que finalement, le plan d'action d'un CSRD peut ne pas être aligné sur un objectif écologique. Là où CARE va obligatoirement chercher le bon état de référence, enfin l'état de référence le plus, on va dire, qui est l'exigence la plus haute par rapport à ça. Exemple sur le climat, la CSRD va demander de publier la trajectoire et l'objectif. Est-ce que votre objectif est aligné ou non sur l'accord de Paris? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un objectif aligné sur l'accord de Paris. Donc là, on va vous dire, en fait, vous devez être aligné à l'accord de Paris. C'est ça l'enjeu. Et du coup, en fait, ça vous permet de faire un audit aussi de vous, de voir où est-ce que vous en êtes réellement pour adapter un plan d'action qui est à la hauteur des enjeux. Donc, par exemple, pour le sol, on a les enjeux qui est de remettre un écosystème en état de référence. Et souvent, en fait, déjà en France, dans les arrêtés préfectoraux, on a des obligations de remise en état des sols, et souvent on cherche à refaire un écosystème proche de ce qu'il y avait avant, bien que forcément le terrain aura changé d'aspect. Ça, c'est évident. Une fois qu'on a fait cette analyse de l'activité, comprendre ce qui se passe sur nos impacts, eh bien, on va pouvoir derrière construire le tableau de bord pour suivre l'état de santé de tous nos capitaux. Donc pour le climat, on va mettre en place les indicateurs. Donc le niveau 1, on parle de trajectoire d'état dans le sens ça nous permet de suivre l'état de santé du capital. On suit ça en tonnes équivalent CO2. On regarde nos émissions émises qu'on rapproche à notre budget carbone. Et du coup, est-ce qu'on respecte notre budget carbone, est-ce qu'on le dépasse? Du coup, on peut suivre est-ce qu'on a un écart ou est-ce qu'on n'a pas un écart. Dans mon exemple, j'ai un écart de plus 12 tonnes par exemple. Voilà, pour le sol, on a un enjeu de remettre une pelouse sèche à la fin de vie de la carrière. Donc, du coup, on va pouvoir suivre la restauration au fur et à mesure de l'activité, jusqu'à atteindre 100% d'espace restauré, par exemple, etc., etc. Donc, on parle d'un vrai outil de pilotage, et on va pouvoir suivre ensuite les impacts au fur et à mesure, est-ce qu'on améliore, est-ce qu'on dégrade l'état, notre capital, dans le temps. Et en fait, par rapport à la CSRD, on vient aussi, dans ce cas-là, prendre des indicateurs qui sont dans la CSRD, et on va mettre en lumière, en fait, leur niveau d'importance, et les mettre en cohérence les uns par rapport aux autres. En fait, il y a plusieurs niveaux d'indicateurs qui sont toujours pertinents. Et si, par exemple, on vous demande de suivre uniquement un flux de consommation, ça ne vous dit rien sur est-ce que mon flux augmente ou diminue suffisamment pour atteindre mon objectif de bonne écologique. Voilà, ça permet d'avoir une mécanique de logique de réflexion qui nous met en ordre de marche pour avoir une garantie d'un pilotage adéquat de votre transition. Voilà, stop, je me trompe de choix d'écran. Hop là. Derrière, en fait, on va pouvoir construire des plans d'action adaptés. Donc là, dans mon exemple, admettons que l'activité emploie des biocarburants dans la règle de l'art, je tiens à le dire, pour décarboner une partie de ses camions, il peut en électrifier aussi si elle veut, et admettons que ça permet de réduire de 20 tonnes de CO2 par rapport à l'usage de carburants fossiles. Derrière, on a un coût associé à cela. Donc 4 niveaux par exemple, c'est une dépense dite d'exploitation, OPEX pour exploitation. On peut avoir derrière la question de la restauration du sol qu'on va suivre donc sur 10 ans. Donc on peut avoir par exemple prévoir 10 000 € par an de restauration du sol. On est sur quelque chose immobilisé, comme parle en CAPEX en jargon financier, etc., etc. Et du coup, on va pouvoir en fait construire les plans d'action avec leur objectif de chacun des plans d'action. Est-ce qu'on supprime un impact à la source, l'évitement? Est-ce qu'on préserve, on restaure un écosystème, on restaure un capital? Ou est-ce qu'on cherche à comprendre le piloter, l'accès au capital? Ça, c'est important dans le sens où, si on n'a pas l'information pour savoir d'où on part, on ne peut pas savoir où on va. Exemple, un bilan carbone. Si on n'a pas de bilan carbone, on ne peut pas établir une trajectoire de décarbonation. Et donc, on vient hiérarchiser, structurer les plans d'action pour ensuite voir comment ça va impacter nos comptes et se rendre compte de nos besoins en type d'investissement, de nos besoins de fonctionnement pour pouvoir garantir notre trajectoire est la bonne. Et du coup, derrière aussi, avoir un dialogue renouvelé avec nos partenaires si besoin. Et derrière, parce que du coup, on a une exigence d'être la bonne hauteur, bien on constate s'il y a des écarts.
Du coup, dans l'exemple d'avant, on a vu que sur le climat, on a 12 tonnes de CO2 émis en trop. L'enjeu derrière, c'est de trouver un puits additionnel de carbone, en gros, une séquestration nouvelle pour ces 12 tonnes. Les solutions vraiment robustes sur ce sujet sont à 1 000 € la tonne aujourd'hui sur le marché. C'est très compliqué d'en avoir, ça coûte très cher et il n'y en a pas pour tout le monde. Donc là, l'enjeu sur le climat, en l'occurrence, c'est de ne pas avoir de dette climatique si possible. C'est un vrai enjeu. Mais néanmoins, mécaniquement, on va identifier les écarts et voir quelles sont les solutions de restauration. Pour le sol, par exemple, on a vu qu'on avait consommé 10%, restaurer 10% du sol, il nous reste encore 80% du sol à restaurer pour 90 000 €. Donc du coup, on constate qu'il nous reste encore 90 000 € à engager pour restaurer le sol. Ces informations-là, donc là, on aura un plan d'action. Et en fait, la CSRD s'arrête à ce niveau-là. On va dire qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez devoir faire. Et du coup, donc là, on a ce que je dis, on a foutu de carburant maintenant, en fait, pour piloter le volant et la voiture. Donc, on rentre dans l'aspect comptable. Et voilà. Et du coup, je ne vais pas vous expliquer en 2 minutes tout le mécanisme, c'est pas possible. Néanmoins, on a à droite un compte de résultats avec vos produits. On peut aussi du coup flécher les ventes accessoirement. On peut voir quelles sont les ventes pour préserver les capitaux de vos clients, pour éviter la dégradation des capitaux de vos clients, pour piloter les capitaux de vos clients. En soi, il y a une forme d'un peu de filiation avec la taxonomie verte. Derrière, on va pouvoir du coup retrouver nos dépenses actuelles qui sont retraitées dans des comptes spécifiques pour mettre en avant ce qui est déjà engagé comme dépenses pour préserver vos capitaux. Et du coup, on va voir en rouge les dépenses qui ont été passées dans l'année, qui n'ont pas été passées, qui du coup vont se stocker au bilan comptable comme les redevabilités restantes à honorer pour garantir qu'on va préserver nos capitaux. Et donc là, on va avoir vraiment un constat de la performance réelle de l'entreprise en données monétaires. Et un données monétaire qui est intelligible sur des bases écologiques et scientifiques, qui nous dit, ben voilà où j'en suis, voilà combien ça me coûte, est-ce que mon modèle d'affaires et reste robuste par rapport à cela, et si oui, super. Et sinon, ben, quelles sont les marges de manœuvre? Et du coup, effectivement, là, au bilan comptable qui va apparaître à la droite du compte de résultat, notre partie rouge qui reste, eh bien, on voit nos passifs au bilan qui sont stockés là, le temps qu'on honore nos redevabilités, puis derrière, on remet en état les capitaux qui restent en état. Donc, c'est vraiment une lecture renouvelée qui permet aussi de mettre vraiment en valeur les actions engagées, les actions à rester engagées, et qui permet aussi d'avoir une base normalisée pour tout acteur pour parler le même langage. C'est vraiment la base de la comptabilité, c'est parler un langage commun pour rendre compte et prendre en compte nos redevabilités. Donc là, il y a quelque chose qui est clairement audible pour tout le monde. Et demain. Et surtout derrière, vous allez pouvoir, vous, en tant que dirigeant, DAF, ou en l'occurrence, pouvoir construire votre tableau de bord adapté et mettre au même niveau de pilotage à la fois votre enjeu économique en tenant compte de vos enjeux climatiques, biodiversité, sol, humain, etc. Et donc on peut voir un tableau de bord illustré par exemple, où on va suivre l'état de santé de vos capitaux, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre objectif, comment ça évolue dans l'année. Par exemple, là, sur le client, on peut très bien dire qu'on est en une petite dette, mais que d'un coup, on a quand même réduit nos émissions par rapport à l'année dernière, etc., etc. Les coûts engagés pour la typologie de coûts, et donc d'avoir une compréhension de ce que l'on fait. On retrouve nos ratios monétaires en fait existants. Donc, on peut suivre la marge brute, on peut suivre un résultat sur ce chiffre d'affaires, notre capacité de remboursement, et en fait, on voit comment cela évolue en prenant en compte nos redevabilités écologiques et humaines. On peut suivre une trajectoire climatique. Du coup, d'ailleurs, on construit des plans d'action, donc des budgets prévisionnels, en simulant en fait une trajectoire climatique, par exemple, ou pour la biodiversité, ou pour l'humain. Et voilà, du coup, on peut voir vraiment avoir un pilotage complet de l'activité en tenant compte de tous les éléments inclus dans la CSRD. Et ce qui fait que, bon, on peut lire le compte de résultat d'une autre façon, mais c'est juste pour illustrer que le type d'outil qu'on peut avoir, c'est qu'on peut vraiment se rendre compte de aussi votre chiffre d'affaires, à quoi il sert, est-ce qu'il y a des chiffres d'affaires à impact pour vos clients, à quelle hauteur, vous derrière vos dépenses engagées pour l'environnement, pour les humains, pour comprendre ce que vous faites, les besoins complémentaires à prendre en compte, comment ça influe sur votre résultat, etc., etc. On peut vraiment avoir renouvelé la lecture du pilotage de l'activité. Et ça arrive aujourd'hui, on a plusieurs mises en place en entreprise avec des résultats différents. On a un cas où on a envoyé le rapport à la Banque de France, amélioré la notation de l'entreprise au niveau de la Banque de France, une obtention de taux après réduit. On a amélioré un cas d'amélioration de la valorisation de l'entreprise au niveau de l'EBITDA. On peut bien identifier les besoins de préservation en négociation de fonds auprès d'actionnaires. Typiquement, on a un plan d'action pour l'humain sur une entreprise qui a pu être négocié avec des actionnaires publics qui ont amené des fonds complémentaires pour pouvoir mettre en préservation de l'ensemble des employés dans l'entreprise, etc., etc. On peut faire des plans d'action pour décarboner, adapter les systèmes d'information. Enfin voilà, on peut vraiment avoir, là on a une boîte à outils assez intéressante pour se mettre en ordre de marche. Et je ne veux pas tout lire pour pas manger tout le temps, et vous aurez les diapos. Et mon dernier message, c'est qu'en fait vous avez vraiment là les clés pour structurer vos données de durabilité sur des bases scientifiques,
s'intégrer dans vos outils de gestion, et ainsi faciliter le pilotage de l'entreprise vers une régénération de soutenabilité forte et sa robustesse, et enfin valoriser auprès de vos parties prenantes en parlant un langage comptable commun, qui est l'objectif de la comptabilité en fait. Voilà, merci de votre attention. J'espère que j'ai pas mangé trop de temps et que j'étais audible. Parfait, merci beaucoup. Et maintenant, c'est au tour de Bertrand, du coup. Donc, Hop. Vous pouvez partager votre écran normalement. Et ouvrir le micro. Votre micro est toujours coupé, hein. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? On Est-ce vous que vous entend, mais m'entendez? Et l'écran n'est plus là. voilà, exactement. Alors, donc, voilà. Est-ce que là, maintenant, vous avez l'image? On a l'image, mais on voit les notes avec. Ah, alors, donc, suspense. Page, mais c'est pas les bonnes notes. Ah. J'ai 4 notes partagées. Est-ce que là, vous avez la présentation? Écran 2. Est-ce que là, c'est bon? C'est parfait. Bon, bah, parfait. Très bien. Bien, bah, écoutez, je vais vous parler quelques instants donc, de la prise en compte du climat par les normes ISO de système de management. Pourquoi? Parce que le changement climatique, c'est effectivement une prise en compte qui est aussi normative, qui n'est pas simplement réglementaire. La réglementation, quelque chose d'obligatoire. Bon, la norme, c'est quelque chose d'essentiellement volontaire. Et donc, eh bien, je vais vous expliquer en quoi l'ISO s'est intéressé à ce sujet. Alors donc en ce qui concerne l'ISO, alors attendez parce que là j'ai du mal à passer à la diapositive suivante. Est-ce que vous avez toujours mon image? Oui. Alors donc simplement donc un petit mot au passage pour dire ce qu'est AFNOR. Simplement pour préciser au passage que l'AFNOR a une mission de normalisation de diffusion des normes reconnues d'intérêt général et que le décret a été complété, le décret de 2009 qui définit l'action de l'AFNOR a été complété en 2021, notamment avec un renforcement au plan développement durable et environnement. Donc c'est pas du tout neutre par rapport à l'intervention que je fais ce matin, parce que je dirais ça montre bien à quel point, je dirais, le ministère, je dirais, qui a édité ce décret, s'intéresse profondément au développement durable et à l'environnement et au rôle de la normalisation dans ce domaine. Donc, je vous ai mis le lien en bas, donc, qui précise donc la mission AFNOR par rapport à ces sujets-là. Et je pense que c'est important par rapport à des aspects de légitimité à parler de ce sujet. Donc, il y a une délégation régionale à Nancy, donc à l'Axou, en banlieue de Nancy, et vous avez ici des coordonnées qui permettent éventuellement donc d'avoir un contact plus précis par rapport à ça. La délégation régionale est à votre service en regard du changement climatique, bien évidemment. Alors, l'ISO, je dirais, a défini une position par rapport au changement climatique via un amendement qui est sorti début 2024. Vous avez ici, je dirais, le titre de mon intervention et qui parle donc des actions relatives au changement climatique. Alors, je vais successivement vous parler un petit peu du contexte, des normes impactées, du décryptage des évolutions des normes, quelques exemples d'enjeux de façon à ce que vous puissiez préparer sereinement votre audit pour ceux d'entre vous qui sont concernés par une certification d'entreprise ou qui la préparaient éventuellement. Alors, l'amendement, je dirais, a été défini je dirais, les changements climatiques eux-mêmes sont définis par la norme ISO 14091, qui traite de l'adaptation au changement climatique.
et qui définit des lignes directrices sur la vulnérabilité, les impacts et l'évaluation des risques. Ce sont donc des variations de l'état du climat persistant pendant une longue période, généralement pendant des décennies ou plus. Donc on est, je dirais, dans une définition normative finalement du changement climatique. Et vous retrouvez ici le lien, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, pour vous procurer cette norme directement sur la boutique AFNOR. Donc, je dirais c'est quelque chose qui était défini au niveau international, donc de façon à ce que tout le monde puisse parler avec un langage commun, ce qui concerne le changement climatique. Alors, ça introduit, je dirais, une obligation qui est venue, je dirais, d'un constat. Lorsque les organismes de normalisation se sont réunis à Londres en 2021, l'Organisation internationale de normalisation, donc l'ISO, qui s'est engagée en 2021 à mieux sensibiliser les organismes du monde entier à l'impact des changements climatiques sur leurs activités et encourager la mise en œuvre d'actions concrètes pour atténuer cet impact. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent actuellement, je dirais, ont bien conscience de la nécessité d'être sensibilisés par rapport à leur rôle, par rapport à ces évolutions, et donc sinon, ils ne seraient pas branchés ce matin, évidemment. L'ISO et le Forum international des accréditeurs, qui suivent les organismes de certification, ont ainsi publié le 23 février 2024, donc c'est très récent, on est encore en 2024, un amendement changement climatique applicable à 31 grandes normes de système de management. C'est l'amendement A1 2024, qui place donc la question des changements climatiques comme sujet stratégique et invite les organismes à se questionner sur les enjeux qui en découlent. Il s'agit bien d'une invitation, là on n'est pas dans une obligation réglementaire, par contre on est bien, je dirais, pour une personne qui est engagée, une structure qui est engagée d'un point de vue normatif, du coup ça devient quelque part une prise en compte obligatoire. Alors contexte, que dit l'amendement? L'amendement se traduit pour toutes les normes que je citerai après, par l'ajout de 2 phrases dans le chapitre contexte de l'organisme. Vous savez, quand on fait un audit de certification, eh bien, on étudie toujours un petit peu le contexte de l'organisme, le contexte de la structure, de l'entreprise, de l'association, peu importe. Et donc, dans les paragraphes correspondant à ce contexte, on a l'ajout d'une phrase suivante: l'organisme doit déterminer si des enjeux découlent des changements climatiques. Donc des enjeux pour lui-même, est-ce qu'il y a des enjeux pour lui-même qui découlent des changements climatiques. Et puis vous avez, je dirais, au paragraphe suivant, au paragraphe 4.2, en ce qui concerne la compréhension des besoins et attentes des parties intéressées ou parties prenantes, pour reprendre le langage des intervenants précédents, l'ajout en fin de paragraphe de la note suivante: les parties intéressées concernées peuvent avoir des exigences relatives au changement climatique. C'est-à-dire que vous travaillez avec un certain nombre dans votre contexte, il y a un certain nombre de parties intéressées, vous avez des clients, des fournisseurs, etc. On viendra peut-être un peu sur ces sujets-là, mais je dirais, ils peuvent avoir des exigences et du coup, vous devez tenir compte des exigences de ces partenaires, donc de ces parties intéressées. Alors, vous pouvez télécharger cet amendement. Alors, je dirais, c'est un amendement dont le téléchargement est gratuit. Là, je vous ai renvoyé sur la possibilité qui est faite de le télécharger sur la boutique AFNOR. L'amendement peut être consulté gratuitement dans la collection de normes des organismes nationaux en effectuant une recherche sur l'une ou l'autre des normes conseillées. Alors, les normes elles-mêmes restent payantes, mais les amendements, eux, sont gratuits. Donc, vous pouvez aller sur le lien en bas, je dirais, qui peut vous être envoyé pour ceux qui le souhaitent d'une façon plus explicite. Mais bon, le lien, tel qu'il est là écrit, je dirais, vous conduit directement au bon endroit. Alors, l'impact de l'amendement sur l'audit, et là, je dirais, c'est applicable depuis le 23 février 2024. Je dirais, l'impact, il est relativement modeste, je dirais, sur la forme, je dirais, en ce qui concerne les entreprises certifiées, les structures certifiées. Le certificat en vigueur, donc, il ne bouge pas, je dirais, son libellé ne change pas, sa référence normative, sa date de validité n'est pas affectée. Le domaine d'application du système de management certifié n'est pas affecté non plus, le programme prévisionnel d'audit non plus, et puis, je dirais, la façon de réaliser l'audit non plus, je dirais, la trame, en ce qui concerne la trame utilisée, ne change pas non plus. Donc, c'est déjà, je dirais, pour vous rassurer, donc dans mon intervention sur le fait que, je dirais, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter par rapport à la mise en œuvre de cet amendement. Je dirais, sa prise en compte reste quelque chose de tout à fait raisonnable. Alors, l'amendement est applicable sur 31 normes
impactés. Alors, il y en a probablement un certain nombre d'entre vous qui vont un petit peu halluciner en voyant la liste de normes qui est là, sachant que la plupart d'entre vous sont probablement déjà concernés par la première norme citée qui est en haut, là, l'ISO 9001, management de la qualité. Donc, effectivement, c'est la norme la plus utilisée dans le monde en matière de management de la qualité, en matière donc de management tout court d'ailleurs. Et puis, vous avez en dessous, je dirais, toutes les normes de système de management qui existent et dont un certain nombre peuvent faire l'objet donc également d'audits de certification. Alors bien évidemment, il y a les grands classiques tels que l'ISO 14001, ce qui concerne le système de management de l'environnement, ou j'en citerai une troisième qui m'est également très à cœur, c'est l'ISO 45001 relatif au système de management de la santé et de la sécurité au travail. Pourquoi l'environnement, pourquoi la santé et la sécurité au travail? Parce qu'on voit bien, le lien par rapport aux intervenants précédents, que le climat peut éventuellement avoir comme impact en ce qui concerne donc ces deux sujets de la sécurité et puis de l'environnement proprement dit. Vous avez aussi celle qui est en bas à gauche, là ici, les systèmes de management de l'énergie qui bien évidemment aussi sont au cœur de notre préoccupation. Alors, si je reviens plus précisément sur le premier paragraphe, le 4.1, qui porte sur la compréhension de l'organisme et de son contexte, il est toujours dit donc pour maintenant, donc à la fin de chaque paragraphe 4.1, que l'organisme doit déterminer si des enjeux découlent des changements climatiques. Et concrètement, la question à se poser, c'est de savoir si ce changement climatique a un impact favorable ou défavorable sur son système de management ou sur son efficacité. Donc, et où bien évidemment, l'impact, dans certains cas, alors vous allez me dire, le changement climatique, il est forcément défavorable. Non, de temps en temps, certaines entreprises, certaines structures se réjouissent, du réchauffement climatique parce que ça leur permet de moins se chauffer, etc. Bon, il peut y avoir des conséquences positives. C'est pas forcément uniquement des conséquences négatives. Mon discours est peut-être un petit peu surprenant, mais il est bien évident qu'il faut se poser toujours la question de risque et opportunité. C'est la logique donc qui est maintenant beaucoup utilisée. Vous avez donc des impacts sur la définition de la politique, alors que ce soit une politique qualité, une politique environnementale, une politique santé sécurité au travail, une politique énergétique. Vous avez donc, et ça c'est dans le paragraphe 5.2 des normes concernées, pour ceux d'entre vous qui connaissez donc déjà ces numéros. Les risques et les opportunités, j'en parlais déjà, le paragraphe 6.1. Les objectifs qui découlent, de l'analyse de ces risques et opportunités, et puis l'atteinte des résultats, qui est mesurée dans toutes ces normes, donc dans le chapitre 9, en l'occurrence au paragraphe 9.1.3. Alors, l'organisme peut également s'interroger sur sa contribution pour limiter les changements climatiques et aux actions associées. C'est-à-dire que, bien évidemment, vous êtes impacté par, ces changements climatiques. Par contre, au passage, vous pouvez vous dire, oui, mais moi, est-ce que je peux faire quelque chose pour, limiter ma propre contribution à ce changement climatique, Donc, ça peut être, soit on peut être relativement passif par rapport à ce qui se passe et essayer d'être réactif, mais on peut aussi essayer d'être actif pour essayer de contribuer à une minoration de la montée de ce changement climatique. Différents outils peuvent aider les organismes, vous aider à déterminer la pertinence de vos enjeux. Vous pouvez faire des SWOT, des PESTEL, des forces de Porter, enfin voilà, de Porter. Vous avez, par rapport à tout cela, toute la littérature qui existe pour compléter, la prise en compte de recherche à cet égard. En ce qui concerne l'impact, en audit, en situation d'audit, l'organisme audité doit être en mesure de démontrer qu'il a pris en compte les enjeux liés au changement climatique, pertinents, au regard de sa finalité, de son orientation stratégique, c'est-à-dire que l'auditeur, en situation d'audit, quel qu'il soit, que ce soit un auditeur en qualité, un auditeur en environnement, un auditeur en énergie, un auditeur, même sur le système de management de l'informatique, parce qu'il y a des audits ISO 27001 par exemple, dans tous les cas, l'auditeur se doit de pouvoir recueillir des informations sur, ce que l'organisme audité est capable de démontrer. Voilà. Donc, est-ce que, il y a bien des enjeux qui ont été pris en compte? Est-ce que ces enjeux sont revus à minima lors de la revue de direction? Donc, dans toutes les structures auditées, vous avez une revue de direction en minima annuelle. Et dans ce cadre-là, on regarde si ce point a été mis à l'ordre du jour. Donc, la question doit être posée pour l'ensemble des référentiels concernés par l'amendement et présenté à l'audit. Par exemple, si vous faites
Si vous vivez un audit QSE, qualité, santé, sécurité au travail, environnement, eh bien, je dirais la réponse n'est pas la même suivant qu'on est sur le champ de la qualité, sur le champ de la santé, sécurité au travail, ou sur le champ de l'environnement. Les conséquences peuvent être différentes en termes de fonctionnement des systèmes, en termes de résultats sur ces 3 axes de valeurs qui sont exposés. Donc, du coup, le questionnement peut être multiple et les réponses apportées peuvent être effectivement multiples puisque, je dirais, c'est un audit multiréférentiel. En ce qui concerne le 4.2, donc la compréhension des besoins et attentes des parties intéressées, je dirais, on ajoute cette note, les parties intéressées concernées peuvent avoir des exigences relatives au changement climatique. Donc, on doit donc effectivement s'interroger sur les parties intéressées qui pourraient avoir des exigences relatives au changement climatique. Donc, bien évidemment, il y a peut-être à ce moment-là à se poser la question, telle partie intéressée pour l'instant, je dirais, je l'avais pas retenue comme étant importante pour mon système. Et bien maintenant, je dirais, je vais la retenir parce qu'elle devient pertinente. Du coup, je vais la mettre dans ma présentation, je vais en prendre en compte parce qu'elle présente des exigences pertinentes relatives au changement climatique. À ce moment-là, je dirais, ça influe sur, je dirais, ce que je mets en place comme disposition au sens de mon système de management. Voilà. Donc, il peut y avoir de nouvelles parties intéressées ou des parties intéressées dont l'importance va croître parce que, bien évidemment, je dirais, le changement climatique impacte, je dirais, impacte donc leur bon fonctionnement. Voilà, donc c'est en ce qui concerne le 4.2. Alors, en audit, je dirais, si l'organisme acte de la pertinence d'une partie intéressée, le système de management devra donc démontrer les actions mises en œuvre pour répondre à ses besoins et attentes pertinentes, évidemment. Donc, je dirais, dès lors que c'est déterminé, on a identifié que il se passe telle chose, eh bien, il faut qu'on en tienne compte. Donc, à ce moment-là, ça devient des exigences du système de management, donc il faut les prendre en compte comme telles. Alors, je vais vous montrer quelques exemples parce qu'il faut quand même illustrer le propos pour sortir un petit peu de la théorie, si vous voulez. Et là, vous allez voir que c'est quand même relativement simple. Si on prend par exemple dans les exemples de changement climatique des périodes de canicule qui peuvent être plus longues, qui peuvent être plus longues, à ce moment-là, je dirais, on se doit de garantir des conditions de travail satisfaisantes. Par exemple, quand on est en situation d'audit de système de management de la santé et de la sécurité au travail, donc et principale norme associée, je dirais l'ISO 45001, mais pas que, parce que les conditions de travail satisfaisantes, il faut quand même qu'elles soient également disponibles quand on fait un audit de qualité, sinon je dirais le fonctionnement de la société, enfin je dirais le bon fonctionnement, l'obtention de la qualité n'est pas bien assuré. Délivrer le produit dans des délais malgré les impacts des aléas climatiques, on voit bien que là, clairement, je dirais, ça peut avoir des conséquences. D'ailleurs, les choses se recoupent bien souvent dans ces normes. Les phénomènes cycloniques plus fréquents, là, je dirais, heureusement qu'on n'est pas en Floride actuellement, mais on voit bien que, je dirais, des sociétés peuvent être impactées fortement par des phénomènes météorologiques qui, je dirais, interviennent plus fréquemment du fait du dérèglement climatique. Donc, à ce moment-là, il faut qu'il y ait plus de résilience, maintenir l'intégrité d'une infrastructure de stockage, et clairement, il faut, je dirais, des hangars plus solides, il faut des installations, voilà. Donc, et là, on est en audit environnement, période de sécheresse répétée, donc gérer efficacement les ressources. Donc avoir, pourquoi pas, je dirais, en ce qui concerne la gestion de l'eau, du stockage de l'eau, matières premières, etc., des dispositions. Des inondations plus importantes, récurrentes, garantir la conservation de données électroniques qui peuvent avoir impacté des serveurs, je dirais des structures informatiques. Préserver l'infrastructure routière, là aussi, je dirais, c'est pas des images qui manquent en regardant l'actualité. Préserver la chaîne de production d'un site. Et donc là, on est par rapport à la norme, donc effectivement, ISO 50001, donc système de management de l'énergie. Donc voilà, donc on voit bien que les températures extrêmes également induisent pour, je dirais, limiter la consommation d'énergie, je dirais, d'adapter l'isolation thermique des bâtiments. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont faits pour cela. Et puis assurer la climatisation des serveurs de données. Donc là, c'est dans les audits ISO 27001, donc système de management donc de la sécurité informatique. Donc voilà, on a un certain nombre donc de dispositions qui sont applicables plus ou moins, et ce sont simplement des exemples donc qui sont donnés là pour illustrer mon propos. Voilà. Donc pour résumer simplement, donc il y a 5 étapes clés pour se préparer pour le prochain audit, quel qu'il soit. Donc je dirais quel que soit l'audit que vous allez vivre ou que vous préparez. Donc télécharger l'amendement, comprendre et se renseigner sur les enjeux liés au changement climatique.
je dirais pour le fun, entre guillemets. Je vous dis même que c'est possible d'avoir une journée de formation sur ce sujet. Mais rien que d'aller voir, je dirais, le lien qui est proposé, ça vous permet de voir, en voyant le sommaire de la formation, je dirais, les différents sujets sur lesquels on peut être amené à réfléchir sans même suivre cette formation. Initier l'analyse et la réflexion dans votre organisme, bien évidemment. Identifier les modalités d'introduction dans le système de management. On cite à minima la revue de direction parce que c'est quand même, je dirais bien évidemment, à ce niveau-là qu'on attend une prise en compte concrète, je dirais avec un engagement de la direction, on est sur des enjeux forts qui peuvent être très forts et donc bien évidemment c'est des sujets qui relèvent également aussi, je dirais, d'une évocation dans la revue de direction et puis déployer l'éventuel plan d'action en regard donc de ce qu'on a identifié comme pouvant avoir des conséquences sur le bon fonctionnement de son système de management. Voilà, donc c'est quelque chose qui est maintenant, je dirais, dans la routine des audits de certification d'entreprise qui maintenant doivent faire l'objet donc d'une prise en compte. Voilà. Je vous remercie de votre attention et bien sûr, voilà. Merci beaucoup. Donc je vais reprendre la main pour partager mon écran. Voilà. Donc merci à tous, c'était très intéressant pour vos présentations. Et justement, pour aider les entreprises à répondre à certaines exigences que vous avez citées, la CCI Grand Est a créé la visite climat. Donc cette visite, elle a pour but de caractériser la sensibilité des entreprises vis-à-vis du changement climatique et de déterminer les enjeux qui en découlent. Donc le but, c'est d'anticiper les impacts des événements climatiques sur le process, sécuriser l'activité et limiter les coûts imprévus. Je vais parler tout de suite du coût de cet accompagnement. Donc pour l'entreprise, c'est un coût zéro, mais c'est un équivalent subvention. Donc il y a une somme qui va être déduite des aides de minimis. Donc, de quoi on parle dans cet accompagnement? C'est de l'adaptation au changement climatique et pas de l'atténuation. Donc, c'est important pour moi de faire la différence. L'atténuation, c'est le fait de diminuer l'impact de nos activités sur le changement climatique. Donc, en gros, c'est toutes les actions de décarbonation et de réduction des gaz à effet de serre. Et nous, on va parler de la diminution de l'impact du changement climatique sur l'activité de l'entreprise. Donc concrètement, comment ça se passe? On vient dans l'entreprise pendant une demi-journée et on va faire un échange pour déterminer, donc pour nous présenter déjà le process et pour déterminer s'il y a des contraintes spécifiques à l'activité. Donc par exemple les températures des machines, les températures spécifiques pour les produits à respecter avec une hygrométrie, savoir il y a déjà eu des impacts liés au changement climatique. Donc par exemple si vous avez déjà subi des inondations, si vous avez des problématiques de forte chaleur. Et on va aussi vous questionner sur les choses que vous avez déjà mis en place au sein de l'entreprise pour pallier à ces problèmes. Ensuite, donc on fait une visite du site. Donc ça, on a donc une demi-journée en gros de votre temps et après on fait un rapport et on aura une restitution d'1h30. Donc c'est seulement le temps que ça prend aux entreprises. Et donc dans le rapport qu'on fait aux entreprises, il est composé d'une partie constat où on va faire un résumé des échanges qu'on a pu avoir et dans lequel il va y avoir une partie d'inventaire des facteurs aggravants. Donc les facteurs aggravants, ça va être par exemple les risques inondations ou les risques retrait-gonflement des argiles. Donc on fait des recherches pour voir, pour caractériser votre sensibilité. Ensuite, il y a une partie projection climatique, mais je vais vous présenter un petit peu après ce qu'il y a plus en détail dedans, et un plan d'action d'adaptation spécifique aux enjeux de l'entreprise. Donc, par exemple, pour l'état des lieux, ça, c'est une slide que j'avais faite en présentation pour l'abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson. On regarde, par exemple, le risque lié aux inondations et on peut voir ici que l'abbaye, elle est dans une zone à risque d'inondation par remontée de nappe et qu'il y a déjà eu des catastrophes naturelles. C'est la petite colonne à droite sur la commune. Donc ça va nous permettre de caractériser les risques présents et ensuite de pouvoir caractériser la sensibilité spécifique du site. Et on regarde également s'il y a des documents d'urbanisme, par exemple, des plans de prévention des risques d'inondation. On donne de l'information à l'entreprise. Ensuite, c'est la partie projection climatique. Donc, les projections climatiques, on peut les faire à 2030, 2050
et 2070 et on les fait grâce à un outil qu'on a en partenariat avec Météo France. Et donc par exemple là c'est toujours pour l'abbaye des Prémontrés, on peut voir que les nuits tropicales, donc c'est les nuits où la température est supérieure à 20 degrés, donc il n'y a pas de rafraîchissement, ça multiplie par 10 ce nombre de nuits tropicales par an. Donc on peut voir qu'il y a un vrai effet du changement climatique. Donc on a plusieurs indicateurs. Je vais rapidement pour terminer dans les temps, mais on ne regarde pas que les vagues de chaleur ou vagues de froid, il y a aussi les fortes précipitations, les sécheresses, les vents forts, la foudre et tout ce qui est lié au froid. Donc ça, c'est également dans le rapport. Ensuite, toutes nos informations nous permettent de caractériser la sensibilité de l'entreprise par aléa climatique. Donc ça, c'est le graphique de gauche. Donc par exemple, l'entreprise, elle était de gauche, elle est sensible particulièrement aux fortes précipitations et inondations. Donc cette année, par exemple, on a beaucoup le cas et des entreprises qui n'en avaient pas forcément conscience. Vent fort et vagues de froid. Et on est aussi capable de caractériser la sensibilité de l'entreprise par process. Donc, quels sont ces processus les plus impactés? Sur le graphique de droite, on peut voir que ça va être les moyens généraux, donc le bâtiment, tout ce qui est approvisionnement en énergie, eau ou gaz, air comprimé, et les ressources humaines. Et nous, ensuite, dans notre rapport, on va détailler encore plus ces sensibilités pour vraiment déterminer à quels enjeux l'entreprise va faire face. Et on donne un plan d'action. Donc là, c'est juste le résumé du plan d'action avec des actions qui sont spécifiques aux enjeux de l'entreprise et dans lesquelles on va prescrire des offres de solutions s'il y en a avec des contacts. Et on va aussi essayer de donner des liens vers les aides s'il y en a également, des aides financières. Donc j'ai fini rapidement ma présentation et je voulais vous proposer un petit sondage pour savoir si vous ou les entreprises que vous accompagnez souhaiteraient bénéficier de cette visite climat. Donc je vais essayer de lancer le sondage. Hop. Normalement c'est bon. Je vous laisse voter. Donc vous pouvez répondre oui, non, vous aimeriez échanger pour plus d'informations. Encore quelques secondes. Ça semble être stabilisé, donc je vais clore le sondage pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Voilà. Le sondage est clos. J'ai encore une petite slide pour vous annoncer le prochain webinaire de la CCI Grand Est. Donc c'est le 28 novembre de 9h à 10h sur l'économie circulaire, donc sur les emballages industriels pour anticiper la nouvelle réglementation. Je vous ai mis le lien si vous souhaitez vous inscrire. Ce sera également dans la présentation. Et maintenant, c'est le temps d'échange pour répondre à vos questions. Donc, c'est parti. Alors, on va déjà commencer par les questions en lien avec les CSRD. Pierre-Antoine, je vais faire un tir groupé pour à la fois savoir si elle sera applicable aux plus petites entreprises au-delà de 2027, savoir quelles sont les sanctions prévues pour les entreprises qui ne respecteraient pas la réglementation, et on avait aussi une question sur où trouver la liste des organismes accréditeurs. Merci. Alors, sur le premier point, il n'est pas prévu pour l'instant d'extension, hein, et je pense qu'il faut déjà que la directive puisse se mettre en application et que le dispositif puisse vivre. On considère quand même que la CSRD, on fait x5 sur le nombre de sites concernés, d'entreprises concernées, donc c'est quand même un gros challenge déjà à terme, hein, quand elle sera pleinement en vigueur. Pour la liste des organismes accrédités, celle-là, elle est prévue au code de commerce, donc ça, il faudrait renvoyer. Il y avait l'article dans la présentation. Et la deuxième question, mais que j'ai traitée en troisième, c'est la sanction. Alors, j'ai pas en détail la sanction, c'est plutôt des sanctions indirectes, mais qui vont se renforcer à l'avenir. Alors, indirectes ou alternatives. Indirect, ça va plus être sur
de non-accès à certains dispositifs publics ou des exclusions de marché, le cas échéant. Ce qu'on peut voir, par exemple, vous savez que la loi Industrie verte a introduit l'exclusion des candidats au stade de la candidature qui n'étaient pas à jour de leur bilan de gaz à effet de serre. Donc, c'est des dispositifs de ce type-là qui pourraient être mis en place. Et surtout, selon le gouvernement est friand, en tout cas le précédent, on verra ce que fait le prochain, c'est le name and shame, et en fait de pouvoir dire bah voilà, ils sont pas à jour de leur publication, puisque celle-ci doit être publiée, et surtout elle doit être maintenue pendant un délai de 5 ans, on l'a vu. Donc il faut pas l'aborder comme un risque de sanction important, mais plus comme un risque réputationnel et une rupture de valeur avec ses parties prenantes. Merci. Après, on a eu pas mal de questions par rapport notamment à l'ISO. Donc, pour répondre aux exigences des grandes entreprises, les prestataires et sous-traitants seront sans doute obligés de montrer patte blanche, ISO 14001 en l'occurrence, point d'interrogation. Bon, là, c'est plutôt une question assez ouverte. Il y avait aussi intégration au document unique d'évaluation des risques professionnels. Oui, ça peut être effectivement une préconisation et une chose à mettre en place. Qu'est-ce qu'on avait? Alors, pour la côté comptabilité écologique, est-ce qu'il y a un seuil pour la mise en place de la comptabilité écologique? Alors, j'ai Moi, j'ai juste peut-être la déjà question. répondu, si Oui, vous voulez vas-y. bien, par rapport à l'ISO 14001, l'environnement, effectivement, déjà dans l'ISO 14001, il y a un pouvoir d'influence qui est prévu dans la norme, en ce qui concerne donc les contributeurs, finalement, à système de management, et je dirais aux conséquences de la performance environnementale de l'entreprise. Donc, bien évidemment, dans ce cadre-là, je dirais l'entreprise doit user de son pouvoir pour faire en sorte que ce qu'elle a identifié par rapport au climat, je dirais comme étant important, rejaillit également sur ses fournisseurs, je dirais de ses contributeurs. Donc c'est déjà, la norme ISO 14001 est déjà bien faite pour ça. En ce qui concerne l'ISO 45001, bien évidemment, l'intégration document unique, je dirais des conséquences du changement climatique, bon, ça paraît quelque chose d'assez évident, mais c'est vrai que ça concerne un peu tout le monde maintenant, et pas simplement les entreprises qui sont engagées sur ce système de management de la santé et sécurité au travail. On a, je dirais, de toute façon, ce document unique, il est applicable partout, donc c'est une obligation réglementaire pour le coup. Je dirais la norme et la réglementation se rejoignent donc en excellente synergie. Voilà. Sur le plan comptable, je laisse le collègue répondre. Oui, bonjour. Sur le plan comptable, l'aspect comptabilité CARE, c'est quelque chose de purement volontaire à ce stade. Donc, c'est vraiment vous. Si vous avez envie de vous emparer du sujet, vous pouvez. C'est quelque chose qu'il faut voir comme un aide au pilotage et à la réflexion stratégique à faire à côté de vos outils comptables classiques, donc, où vous pouvez adapter vos outils comptables. Mais voilà. Et en fait, ce qu'il faut avoir en ligne de mire, c'est la filiation avec la CSRD qu'il y a derrière. Donc, j'ai envie de dire, pour les entreprises soumises à CSRD, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de bien faire sa CSRD. Mais si vous voulez la transformer en quelque chose d'intéressant, la perspective d'aller sur une comptabilité comme CARE est intéressante. Voilà. Alors, on a fait le tour des questions écrites. Que je vous dise pas de bêtises. Alors, il y avait une question, j'avais demandé un peu plus de précision, j'ai pas eu le retour, mais toujours pour la comptabilité CARE, il y avait une question sur l'analyse tient-elle compte de la gestion des données climat. Par contre, je ne sais pas ce que la personne entend derrière données climat. Alors, je vais retourner la question, mais j'ai pas le Ouais. retour. Bah, je peux prendre une réponse qui, je pense, peut répondre. En fait, la question du climat dans la question de comptabilité, c'est vraiment partir du constat de quelles sont les émissions de l'entreprise, à quel endroit elles se font, derrière de construire les budgets carbone sur les bases d'une trajectoire de réduction de gaz à effet de serre alignée à l'accord de Paris. Et donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir être en capacité de mesurer ces émissions de CO2, de les monitorer dans le temps, et de là, d'établir cette trajectoire de réduction, et derrière, pouvoir construire son plan d'action adapté et piloté. Donc, finalement, ça prend tout l'enjeu des données associées au climat, des données physiques, donc la comptabilité carbone en tant que telle, quelles sont les émissions, où sont-elles, l'objectif, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je dois aller, et après le comment j'y vais, et comment je l'organise, je le structure. Voilà.
S'il y a besoin de précision, je vous laisse vous poser des questions, effectivement. Je sais pas, non, il n'y a pas de réaction, donc ça doit aller comme réponse. Merci. Je refais un dernier tour des questions, mais ça doit être bon. Non, encore une qui vient juste d'arriver. Est-ce que les cabinets comptables vont intégrer des compétences environnementales et RSE dans leur équipe pour mener à bien ces nouveaux rapports durabilité et CARE? Alors, il y a des chances. j'allais dire déjà une première réponse qui est par rapport à la CSRD. Les cabinets comptables se forment, les commissaires aux comptes se forment pour pouvoir faire l'audit du rapport de CSRD, qui est un audit au même niveau que le rapport financier. Ça, c'est un premier point. Donc déjà, les équipes, par exemple, les équipes d'Hendrix pour lesquelles je travaille, sont en train les commissaires aux comptes se forment à l'audit du rapport de durabilité qui est lié à CSRD. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, effectivement, il y a des experts comptables, des contrôleurs de gestion, même des dirigeants qui se forment à la comptabilité CARE via le CERCES, où on a du coup un centre de formation qui propose une formation habilitante sur 15 jours par rapport à ça. Voilà. Donc c'est tout à fait possible, il faut aller voir le CERCES. Merci. Impeccable, merci. On Et a à la plus de limite, un questions. petit complément, Non, c'est l'ordre des experts comptables soutient la charte comptable écologique et voilà, il y a une filiation. Ok, merci. Et bien, si on n'a plus de questions, on va pouvoir terminer le webinaire. Merci à tous, merci aux intervenants et bonne journée à tout le monde. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation et à tous pour vos questions. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.